Moi, j'aimerais maintenant vous présenter la personne qu'on est ici pour entendre, Mike Ross. Fait que là, Mike Ross, c'est quelqu'un c'est un avocat, c'est une personne qui a fait un MBA, qui a travaillé à travers le monde, il était consultant pour McKinsey, qui est une grosse compagnie de consultation. C'est parti d'une compagnie qui s'appelle Juniper. Je ne sais pas si je prononce bien, Mike. Juniper. Et puis, c'est intéressant parce que Mike était un des professeurs pour qui j'ai eu vraiment un coup de foudre dans la MHL, dans le deuxième module. Et je me suis dit, pour moi, le design thinking, si je retiens une chose de tout ce cours-là, ça va être le design thinking. Alors, on a parti un groupe qui s'appelle Blind Spot, un groupe de réflexion dans le contexte de la pandémie où des gens même du ministère viennent nous voir, on échange, ils retournent. Plusieurs personnes ici présentes font partie de Blind Spot et Mike a toujours été là pour nous aider à penser différemment. Donc, je pensais, lorsqu'on créait notre conférence spectacle, ça fait déjà 1 an qu'on y pense, on a eu une subvention du programme Audace. On s'est dit, ça va l'air un petit peu plus complexe. On s'est dit, pourquoi pas profiter de cet été puis d'aller une semaine dans Charlevoix pour, en utilisant les principes de design thinking, monter un spectacle en une semaine sur le plan du prototype. Pas une version finale, mais quelque chose qui pourrait être testé à la fin de la semaine. Donc, on a déjà des gens qui ont beaucoup de talent autour de la table. Est-ce qu'on peut faire quelque chose comme ça? Sinon, avec la pandémie, qui pourrait la deuxième vague, ça pourrait être difficile. Fait que Mike, on t'a donné cette mission-là aujourd'hui, un peu de nous présenter un peu c'est quoi le design thinking. Et puis, dans ce contexte-là, fait qu'on voudrait à la fin de la session, tu vas voir qu'à la fin de la session, les gens vont te poser on va avoir une bonne idée si tu es faisable ou pas et quelles devraient être nos attentes par rapport à cette semaine-là, qu'en principe est cédulée pour comme le 27, dernière semaine de juillet, quelque chose comme ça, dans Charlevoix. Alors, beaucoup de choses à régler d'ici ce temps-là. Fait que Mike, d'abord, j'aimerais juste pourrais-tu me parler un petit peu de ton parcours, de comment tu es arrivé dans le design thinking, entre autres? Parce que, Oui, ouais. vas-y, Rick, vas-y, pardon. Non, mais comment tu es arrivé à ça? Tu es un spécialiste là-dedans, tu l'enseignes à des gestionnaires partout dans le monde, puis comment tu es arrivé à t'intéresser à ça? Merci beaucoup, Rick, et merci pour tout le monde d'être ici. Et juste un petit mot pour commencer. Je pense qu'un grand entrevue, pas si sûr, peut-être une petite entrevue, mais vraiment plutôt une discussion si on pourrait le faire, parce que je pense que ce serait plus intéressant d'avoir vos idées, d'entendre vos questions, des choses comme ça. Alors, je pense que Rick et moi, on va s'en parler un peu, mais vraiment, c'est pour vous autres de demander des questions. Mais pour répondre à ta question, Rick, pour moi, mon parcours, comme tu as dit, j'étais avocat, je travaillais en investissement en fonds privés, je faisais toutes les différentes choses. J'ai un peu de background en théâtre, puis aussi spécialement en théâtre, ce qu'on appelle en anglais physical theater. Alors, tu sais, l'éritation de Odin, tu sais, toute cette expérience d'un théâtre qui est plutôt physique. Alors, pas le cirque vraiment, mais communiquer avec le corps et de ça, mais ça, moi, c'était juste amateur style, mais quand je travaillais à McKinsey, à un moment, j'ai fait un training, un entraînement en design thinking à San Francisco. Puis comme Rick t'a parlé de coup de foudre, pour moi, c'était vraiment ça. Moi, j'ai trouvé que tout mon training, en termes de mon éducation, en termes de mon professionnel, c'était vraiment d'une façon de penser qui est une façon de penser assez structurée, assez linéaire, une façon de penser qui est assez on amasse le data qu'on a besoin, puis on fait les conclusions, puis on fait tout ça, blablabla. Puis j'ai trouvé le design thinking, c'était une autre façon de penser, c'était une façon d'utiliser une autre partie du cerveau. Alors, j'ai trouvé ça vraiment intéressant et je pense que pour certains problèmes, pour des problèmes particuliers, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment fort. C'est un utile vraiment fort. Je pense que c'est une utile dans un paquet d'outils qu'on peut utiliser pour résoudre des problèmes, mais dans certains contextes, c'est vraiment fort. Alors, c'était plutôt love at first sight. Est-ce que tu pourrais, avant de nous décrire c'est quoi les grandes lignes du design thinking, est-ce que Oui. tu pourrais donner des exemples d'entreprises à travers tes consultations qui ont vraiment changé leur façon de faire avec le design thinking? Fait que vendre, si on peut, la puissance du concept.
Bon, la réalité, c'est que la plupart de mon travail, c'était fait dans des entreprises plutôt corporatives. Alors, j'ai travaillé avec des banques dans des pays nordiques, en Suède, en Norvège, surtout, sur comment est-ce qu'ils engageraient avec leurs clients. J'ai travaillé avec une entreprise qui vendait des pneus en Inde. C'était une grande entreprise qui avait un grand contrôle du marché des pneus en Inde. Puis eux, ils ont vraiment repensé complètement comment est-ce qu'ils faisaient leur vente de pneus. C'est drôle à dire parce que la vente de pneus, c'est pas quelque chose qui est tellement intéressant, mais ce qui s'est passé, c'est que maintenant, ils vendent plus des pneus, mais ils vendent des kilomètres. Alors, ils ont complètement repensé comment est-ce qu'ils faisaient ce qu'ils faisaient. Alors, ils ont totalement repensé qu'est-ce qu'ils vendaient parce que on parle souvent dans le monde de design thinking, cette idée de ce qu'on appelle en anglais jobs to be done, des travaux à faire, je pense. Et l'idée, c'est que quand nous, on est en train de faire quelque chose, quand on fait quelque chose, souvent, on se concentre sur ce qu'on fait. Alors, l'exemple classique de ça, c'est quelqu'un qui fait des perceuses. Tu sais, j'ai déjà utilisé cet exemple avec quelques-uns d'entre vous. Quelqu'un qui fabrique des perceuses, eux, ils fabriquent des perceuses. Mais la réalité, c'est que pour le client, ce n'est pas une perceuse qu'ils veulent, c'est un trou. Et ça, c'est le fondamental de design thinking. C'est cette idée qu'il faut sortir de notre perception de l'importance de ce qu'on fait et vraiment de regarder ça du perspective du client, du consommateur. Qu'est-ce qu'ils veulent? Et si on peut repenser comment est-ce qu'on fait ce qu'on fait pour avoir cette perspective de eux, pour voir qu'est-ce qu'ils veulent, avec ça, là, on peut vraiment les servir, les clients, on peut vraiment les servir, les consommateurs, où ils sont. Et on peut les servir beaucoup mieux qu'avant. Alors, l'idée fondamentale, pardon, Rick, je commence à répondre à ta prochaine question, mais l'idée fondamentale, c'est vraiment de cette idée d'humilité et d'avoir l'humilité de dire que si moi, je pense que je suis en train de fabriquer, je ne sais pas, les prêts à les petites et moyennes entreprises, mais vraiment, les petites et moyennes entreprises, des fois, ce n'est pas un prêt qu'ils veulent, c'est vraiment quelqu'un qui les comprend. Je fabrique une perceuse, c'est un trou que quelqu'un veut. Il y a une organisation, une compagnie que tout le monde le connaît, ça s'appelle FedEx. FedEx, si je vous demande qu'est-ce qu'ils font dans la vie, vous allez dire, ah ben, FedEx, c'est une compagnie qui rend un paquet d'ici et là. Tu sais, tu mets tes papiers dans quelque chose, tu mets dans la boîte de FedEx, puis là, c'est envoyé quelque part. Mais tu parles au CEO de FedEx, il va dire qu'est-ce qu'il vend? C'est la tranquillité d'esprit. C'est ce besoin émotionnel qu'on a avec quelque chose qui est vraiment important pour nous, un papier important, quelque chose d'important, que quand on donne ça à la personne de FedEx, on a la tranquillité d'esprit que ça va arriver aux destinations. Alors, l'idée fondamentale là-dedans, c'est cette idée de repenser et de sortir de notre ego, notre perspective, que moi, j'ai toutes les réponses, puis vraiment d'aller demander à nos clients pourquoi. Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Qu'est-ce qu'ils veulent d'une façon un peu plus profonde que cette besoin d'un paquet, de besoin d'un trou, quelque chose comme ça, mais vraiment, c'est quoi leur perspective? Pardon, Rick, je me suis... Non, c'était excellent. Mike, donc, il y a plusieurs étapes dans le design thinking. Fait qu'on va dire que tu rentres chez un client. Est-ce que tu pourrais, quand même brièvement nous décrire les Oui, différentes étapes du design thinking, 4 ou 5 étapes dans le processus? Parce que ce qui est intéressant de ça, c'est contrairement, parce que je côtoie quand même beaucoup d'artistes et tout ça, puis il y a quand même, ils ont sûrement, puis j'ai hâte d'entendre comment quelles questions ils vont poser, comment ils vont expliquer leur réalité tantôt, mais il y a un processus beaucoup plus structuré qu'on pense chez les artistes, oui. mais on reste quand même des fois, un peu dans la magie de tout ça. Donc, la créativité, le processus, tu sais. Alors, on n'utilise peut-être pas les mêmes termes, peut-être qu'on parle de la même chose et peut-être pas. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça intéressant que le design thinking, qui est souvent utilisé en business, soit un peu discuté parce que je trouve que les termes sont intéressants. Fait que c'est quoi les étapes et les étapes de tout ça? Oui, et si je peux me permettre, je vais parler un peu de l'historique de design thinking parce que je pense Historique, que oui. c'est intéressant pour ça. Et je suis vraiment intéressé d'avoir vos perspectives, les artistes qui sont sur l'appel, parce que je pense que la réalité, c'est le design thinking, ça vient d'un groupe de designers qui étaient plutôt des artistes, qui étaient des personnes qui faisaient des nouveaux, ils étaient vraiment créatifs, ils faisaient des nouvelles idées, des nouveaux concepts, des choses comme ça. Puis, à un moment, dans les années 70,
spécialement l'idée par un groupe qui s'appelle IDEO, qui est une grande boîte de design. Et puis, le chef d'IDEO à ce moment-là, c'était Tim Brown. Et à un moment, il disait, je pense qu'on a un processus qu'on utilise. Et c'est intéressant cette pensée parce qu'ils n'inventaient pas un processus. Ce qu'ils faisaient, ils faisaient ce qu'ils faisaient, puis ils essaient de prendre des notes pour voir, mais qu'est-ce qu'on fait? Et c'est vraiment intéressant, particulièrement, d'avoir des personnes qui sont des chercheurs, mais aussi des artistes, parce que je suis sûr que vous avez cette réflexion de comment est-ce qu'on travaille? Quels sont les ingrédients dans ce qu'on fait? Alors, Tim Brown et IDEO, ils faisaient ça dans les années 70. Puis finalement, ils ont découvert qu'ils avaient un processus qu'ils utilisaient. Eux, leur processus, à peu près 5 étapes. Puis je vais parler de ces 5 étapes. Mais je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est un processus créatif. Fondamentalement, le design thinking, c'est un processus créatif. Mais ce qu'ils ont fait, ils ont dit, si on veut partager ce processus avec le monde, si on veut engager avec les business, si on veut les rendre peut-être plus créatifs, ça va être nécessaire pour eux qu'on encadre un peu une méthodologie. Pour qu'ils vont avoir le confort qu'il y a quelque chose de méthodologique là-dedans. Alors, c'est vraiment, le processus était créé de la base de ce qu'ils faisaient. Ce n'était pas comme, on va inventer un processus nouveau. Non, c'était vraiment, ils ont fait les recherches, ils ont regardé qu'est-ce qu'ils faisaient, puis ils ont fait un processus de ça. Alors, 5 étapes dans le design thinking. Je vais nommer les 5, puis je vais parler un par un. C'est l'empathie, le framing, idéation, le prototypage, puis le testing. Et l'idée, c'est qu'avec ce processus, on peut faire en sorte qu'on peut stimuler peut-être la créativité dans n'importe qui. Même des gens, tu sais, la cravate, puis tout ça, dans l'affaire du monde, le monde d'affaires, eux, ils peuvent être créatifs. Puis on croit vraiment en ça, que la créativité réside dans tout le monde. Beaucoup d'entre nous, ça fait des années qu'on s'est dit, tu n'es pas créatif, tu n'as pas le droit d'être, blablabla. Bla, bla, bla. On était, c'est quoi, c'est Picasso, je pense qu'il a dit, on est tous nés créatifs. On est tous nés des artistes, mais il y en a seulement quelques-unes qui survivent. Et je pense que ce qu'il dit, c'est qu'ils survivent le processus d'éducation, le processus de travail qui rend cette partie de notre cerveau un peu plus mal utilisée. Mais en parlant des 5 étapes, la première étape, c'est l'empathie. Et ça, c'est vraiment fondamental pour le design thinking. Dans l'étape de l'empathie, dès qu'on a un problème à résoudre, comment est-ce qu'on peut faire un projet, un spectacle qui va vraiment attirer l'attention des gens? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte, pour parler un peu des projets sur lesquels on travaille avec les Living Lab, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les personnes vont porter les masques dans les supermarchés? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les personnes vont adapter un nouveau problème, un nouveau logiciel pour les télémédecines? Alors, dès qu'on a un problème, ce qu'on fait, on fait un processus d'empathie. Et le processus d'empathie, c'est vraiment d'aller parler avec les gens. On parle avec les gens qu'on veut engager pour voir quels sont leurs besoins. Comme j'ai dit avec cette idée de la perceuse, quels sont les besoins qui sont plutôt fondamentaux? Quels sont les besoins plutôt émotionnels? Pourquoi que les gens vont à un spectacle de théâtre? Pourquoi que les gens vont à un spectacle de cirque? Qu'est-ce qu'ils cherchent pour eux? Ils cherchent à être transportés, ils cherchent à être je ne sais pas, de voir quelque chose de nouveau. Ils cherchent à se sentir peut-être inclus dans quelque chose de spécial. On ne sait pas avant qu'on va pour y demander. Alors, le processus d'empathie, c'est vraiment de demander aux gens pourquoi ils font ce qu'ils font. Pourquoi les personnes ne portent pas le masque? Est-ce que c'est le déconfort? Oui, il y a ça, mais aussi il y a quelque chose que je me sens, je ne sais pas, un peu moins indépendante, je me sens un peu moins en contrôle de ma vie, je me sens... Quels sont les sentiments que les personnes ressentent? On met avec ça, on met avec toute une collecte de données, toute une collecte d'informations, on frame un problème, on crée un problème. Alors, on essaie d'articuler un ou plusieurs problèmes à résoudre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que les personnes qui ne portent pas le masque peuvent se sentir cool en portant un masque? Si on a identifié cette idée, ce sentiment de porter un masque, ce n'est pas vraiment cool, je veux être quelqu'un, les jeunes, blablabla, je veux être aux tendances. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'ils vont sentir cette émotion en portant un masque? On frame le problème. Dès qu'on a framé le problème, là, on fait l'idéation. Alors, dans ce processus-là, à partir du processus, on essaie de créer des nouvelles idées. Et vraiment, c'est un moment qui est libre. Et il est vraiment important, et je suis sûr que je parle avec des gens plutôt créatifs sur l'appel, mais quand je fais ce travail-là avec des gens des entreprises, c'est là le moment le plus difficile pour eux. Parce qu'ils ne peuvent pas penser des idées qui ne sont pas définies, qui ne sont pas contraintes.
Puis là, ce qu'on fait dans ce moment-là, on rend ça vraiment libre, vraiment chaotique, vraiment n'importe quoi. C'est vraiment, on peut jouer avec n'importe quoi pour avoir des idées qui sont vraiment hors du normal. C'est pas qu'on va utiliser toutes ces idées-là. C'est pas qu'on va manifester, va utiliser, on va mettre toutes ces idées-là en pratique. Non, c'est qu'on va commencer avec ces idées-là, puis on va revoir quelles sont les bonnes idées. Alors, on fait ce processus d'idéation, puis il y a beaucoup de méthodologies, des règles, des processus de qu'est-ce qu'on fait dans les moments pour rendre des nouvelles idées. Dès qu'on a des idées, on rentre aussi vite que possible dans l'action. C'est pas, design thinking, c'est pas quelque chose qui se passe dans une salle qu'on pense, puis c'est nous qui va sortir les idées. Non, on a l'humilité encore que même les idées qu'on a pensées avec toute notre recherche d'empathie, avec tout notre framing qui était bien fait, avec toute notre liberté d'expression, d'idéation, c'est possiblement que ces idées-là sont encore pas parfaites, sont encore pas nécessairement bonnes. Alors, ce qu'on va faire le plus vite possible, on va rentrer dans le marché, on va voir les consommateurs, on va tester nos idées. Alors, on commence avec le prototypage. Et pour moi, ça, c'est un moment où la créativité, c'est encore plus important parce que le prototypage, ce qu'on essaie de faire, c'est de rendre ça le plus, je ne sais pas, représentatif du problème, des idées qu'on a, mais avec le moins de coûts, avec le moins de temps. On fait ça avec des semaines, peut-être une semaine. On va faire un prototype d'un spectacle dans une semaine. Okay, qu'est-ce qu'on fait faire? Et puis, on rend ça le plus vite possible pour rentrer dans l'action, pour rentrer dans le marché. Et le testing, qui est la dernière étape, c'est vraiment ce moment qu'on va, puis on voit, on montre ce qu'on a fait avec quelqu'un. Puis l'idée là-dedans, c'est pas de tester est-ce qu'il l'aime ou pas. C'est pas un testing binaire, c'est pas qu'on veut la validation du consommateur. Non, c'est vraiment que le consommateur participe dans la création. Alors, il va avec une idée qui est mal formée. On a passé 2 heures à la faire. On a fait avec du papier, je ne sais pas, avec le plastique, on a construit quelque chose. Puis on va, puis on le montre, puis on demande aux consommateurs comment est-ce qu'on peut améliorer cette idée-là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour la rendre mieux? Et eux, ils vont jouer avec, ils vont fabriquer. Puis c'est qu'encore, c'est un peu un retour à l'empathie parce que dans ce moment-là, on va apprendre beaucoup plus sur qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Parce qu'on demande ce qu'on veut beaucoup plus qu'on le parle. Une des choses qu'on trouve vraiment souvent dans le design thinking, c'est qu'on ne sait pas même ce qu'on veut. On pense qu'on sait ce qu'on veut, mais dès qu'on est confronté par quelque chose qui est un peu différent, un peu quelque chose comme ça, même si on a cette conception de nous autres, souvent notre conception de nous autres, ce n'est pas correct. Alors le testing et le prototypage et le testing, c'est vraiment un cercle qu'on fait en prototype, on teste, on apprend quelque chose, on rend un nouveau prototype, on teste, on apprend quelque chose, on rend nouveau. Puis on utilise cette cercle, puis chaque fois, on rend le prototype un peu plus, je ne sais pas, robuste en termes de son design, un peu plus comme c'est moins le papier avec un carton, quelque chose comme ça, puis on commence à créer des choses, on commence à bâtir des choses. Mais c'est vraiment pour commencer, on fait le moins possible, le plus vite possible. Alors ça, c'est le survol 5 minutes de design thinking. Très bien fait comme survol. Est-ce que ce que je pense, c'est que pour tout le monde soit au courant un petit peu de qu'est-ce qu'on veut faire avec ça, je vous explique, on a un projet, puis Mike est bien au courant de ça, il a lu les documents, il a vu le petit vidéo. Donc, en fait, c'est une conférence, donc le concours, le projet de Julie pour sa thèse de doctorat, du moins en partie, c'est vraiment de tester finalement comment une conférence spectacle pourrait améliorer la rétention et la mobilisation des citoyens par rapport aux connaissances d'un projet qui s'est déroulé au cours des dernières années dans les urgences en région rurale. Projet dans lequel on a découvert des inéquités vraiment importantes entre les régions et entre les régions et la ville. Donc, pour vous dire, donc ce projet-là, on a interviewé des centaines de personnes, on est allé dans tous les milieux, on est allé voir c'est quoi vos défis, c'est quoi les solutions, alors qu'on avait quand même déjà beaucoup de solutions dans la littérature, des idées, mais on est allé les voir. Fait qu'on a fait un genre de travail de terrain. Mais l'autre chose, mais après ça, on s'est rendu compte qu'en fait, quand tu fais des présentations, des fois, tu publies des articles, les gens ne les lisent pas nécessairement, c'est difficile à... Fait qu'on voulait trouver un concept pour accrocher l'attention des personnes. Puis on s'est dit, qui de mieux que finalement le milieu artistique, le milieu du spectacle, pour amener notre game finalement de transfert de connaissances à un autre niveau.
c'est des experts là-dedans et le Québec est vraiment la capitale mondiale du cirque. Ouais. Donc, il y a une chaire de cirque et tout ça. Fait que c'est un peu comme ça que c'est arrivé. Fait que là, on s'est présenté au concours Audace. Il y a des scientifiques de partout qui sont là. Et puis, on a fait notre pitch pour ça. Dans le pitch, il y avait une petite vidéo. Fait que ça dure 2 minutes. On va vous montrer la vidéo présentement. Catherine? Après ça, on va partir. Je vais l'ouvrir à Coralie, notre journaliste, en premier, puis après ça, aux gens du cirque. Ou peut-être Coralie à la toute fin, si tu veux, pour que tu puisses... Il y a énormément d'excellentes recherches qui se font au Québec. Malheureusement, ça prend 17 ans pour que 14% de toutes ces recherches-là aient une utilité auprès du patient ou des professionnels sur le terrain. Il faut être plus créatif dans la façon dont on conçoit la recherche et comment on la livre, cette recherche-là, auprès du public, des décideurs, des utilisateurs. Par expérience, dans les projets auxquels j'ai contribué, je me rends compte qu'un processus de recherche gagne en richesse parce qu'il s'inspire de plusieurs sources. OK. Fait que vous avez une idée du pitch qui était accompagné d'un protocole, évidemment, pour une présentation qui a fait qu'on a gagné ce concours-là. Donc, ce que j'aimerais maintenant, Mike, fait que donc la mission que tu as confiée aujourd'hui, c'est donc nous, on a une idée de design thinking ce projet-là. On est peut-être rendu quasiment au prototypage, mais pas tout à fait peut-être, pour l'implanter derrière de juillet. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir. Là, je ne sais pas, Coralie, je te donne souvent une première question en commençant. Est-ce que tu veux poser la question ou est-ce que tu veux que les questions des gens du cirque soient posées avant? Moi, une petite précision, je pense qui est importante, c'est que je ne suis pas tant là en tant que journaliste parce que j'ai plus de médias depuis que mes études sont terminées. Donc, j'ai un diplôme en journalisme, mais je suis une journaliste sans médias. Donc, je ne me trouve pas spécialement légitime à poser des questions. Donc, je suis plutôt là comme citoyenne, on va dire, intéressée. OK, parfait. On viendra quand même, tu auras la chance de poser des questions. Alors, peut-être que dans un premier temps, je pense que Mike, comment tu réagis ou c'est quoi déjà ton idée de qu'est-ce qui se passe là? Bien, je pense que c'est vraiment, vraiment cool pour commencer. Je pense que l'opportunité là-dedans, c'est vraiment intéressant. Puis exactement cette question de comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les personnes retiennent les informations qu'ils consomment? Ça, c'est une question qui est parfaite pour le design thinking. Pourquoi que les personnes ne retiennent pas? Et pourquoi qu'ils consomment l'information s'ils ne vont pas le retenir? Quelles peuvent être les motivations des personnes pour lire tous les articles scientifiques, mais pas pour les retenir? Et je pense que moi, j'ai aucune idée de réponse de ça. Mais dans cette question-là, je pense qu'il y a les graines, il y a le commencement d'une réponse.
Et je pense que vous avez déjà commencé ce processus de répondre, qui est ce processus d'engager avec des artistes, les doigts de la main, des choses comme ça, pour y commencer, y réfléchir un peu. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'art pour faire en sorte qu'on va retenir? L'implication, ce serait peut-être qu'avec l'art, la rétention va être encore mieux. Ça a l'air qu'il y a des études scientifiques qui étaient faites, des choses comme ça, qui ont prouvé ça. Alors, pour moi, je pense que c'est un défi incroyable, c'est un défi intéressant de voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte que, utilisant le cirque, utilisant l'art, la créativité des artistes, pour rendre les données ou les informations scientifiques plus intéressantes, plus peut-être faciles à intégrer dans notre jour à jour, des choses comme ça. Je pense que ça, c'est un défi. Puis, ça a l'air que vous avez déjà commencé à suivre, même si vous ne l'articulez pas exactement comme ça, à suivre un peu le processus design thinking en termes d'aller sur le champ pour commencer, pour comprendre, pour demander des gens qu'est-ce qu'ils ont besoin, pourquoi ils font ce qu'ils font. Alors, pour moi, c'est une opportunité incroyable. Je pense que, et je suis intéressé à voir qu'est-ce qui va se passer, quelles sont les conclusions que vous avez déjà et quelles sont les questions que vous avez encore. Fait que là, merci Mike. Fait que là, donc, on a déjà pris la décision qu'on allait dans Charlevoix. Il reste encore, on va savoir vendredi si c'est un go ou no-go pour cette semaine-là. On a fixé comme une date, on va voir, y a-t-il des salles de disponibles, y a-t-il des hôtels, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut être sécuritaire en termes de pandémie, donc on est tout en train de regarder ça. On va être un petit nombre de personnes. Donc, la question, c'est est-ce que le design thinking, donc Pat Léonard des 7 doigts de la main, vous construisez des spectacles de cirque. As-tu déjà fait ça comme ça en une semaine? Et c'est quoi ta perspective par rapport à ça, à la lumière de ce que Mike vient de présenter? J'en ai fait des milliers, des créations où est-ce que, le temps est relatif, ça dépend de l'ampleur de la création. Mais j'ai fait des créations sur 1 heure, une journée, une semaine, un mois, et on se retrouve toujours, il y a toujours cette espèce de sentiment que ça aurait pris 1 heure de plus, une semaine de plus, un mois de plus. Moi, j'aimerais revenir, d'abord, merci beaucoup Mike, je connais de réputation le design thinking, mais je m'étais jamais vraiment... je n'avais jamais été voir concrètement ce que c'était et je me rends compte que je pense que nous, ici au 7 doigts, on a vraiment cette approche. D'ailleurs, en fait, j'ai 2 petits commentaires, ou en tout cas peut-être que ça va devenir des questions, mais tu disais comment on peut faire pour que les gens retiennent l'information qu'on va leur partager. Et je pense que l'avantage de transmettre cette information-là à travers un spectacle, c'est qu'on va trouver une façon, moi, mon objectif, c'est de trouver une façon d'aller à travers les émotions. Je pense que les émotions font qu'on retient beaucoup plus facilement sans faire cet effort de retenir. Ça vient naturellement parce qu'on a été touché. Puis fouille-moi comment ça se passe chimiquement, physiologiquement dans notre corps, dans notre cerveau. Mais je me rends compte que même pour moi, qui a une mémoire à chier, là où j'ai été impliqué émotionnellement, je le retiens. C'est comme ça chez moi. L'autre chose en fait, je serais curieux j'ai commencé à noter les 5 étapes, mais tu parlais pas mal vite, fait que je ne les ai pas toutes notées, mais peut-être que... mais je trouve ça hyper intéressant que la première étape soit l'empathie. Tous les projets dans lesquels je m'implique, et entre autres, évidemment, ce projet-là, qui est déjà un projet assez fou. On n'est pas les premiers à le faire, mais quand même, je pense qu'on va rester assez pionniers dans la chose. Et le fait que c'est l'empathie au départ, c'est cette espèce de désir de vouloir répondre à une problématique. Et hier, je refaisais justement cet exercice-là de dire c'est quoi l'objectif de ça, au-delà de dire on veut observer une nouvelle façon de transmettre de l'information à travers un spectacle, entre autres. Mais c'est quoi nos objectifs concrets? Et là, j'ai commencé à les noter en me disant, d'abord, il y a vraiment l'objectif de passer de l'information pertinente. Je pense que c'est important en science de vraiment passer de l'information. Comment on va le faire? Ou en fait, moi, mes objectifs à moi, c'est de passer cette information-là, comme je le dis,
en touchant les gens? Comment je vais arriver à toucher les gens avec des chiffres, des graphiques, etc. Je me dois, à travers ça aussi, qu'est-ce qui doit passer comme information pertinente? C'est évidemment, c'est d'identifier les problématiques des urgences rurales et peut-être des urgences en général par comparaison avec les villes, etc. Et en bout de ligne, de proposer des solutions. Et tout ça, à mon avis, devrait, encore une fois, se faire à chaque étape, de trouver une espèce de piste pour le faire passer à travers une émotion, à travers une scène qui va faire que les gens se sentent impliqués. Fait que voilà, j'ai pas de questions concrètes, sinon que j'aimerais ça réentendre peut-être un peu là, les 5 étapes. Et Pat, un peu en partager, je pense que Rick ou Catherine peut partager après la session. Il y en a beaucoup, il y a des articles, des choses comme ça qui sont plus faciles, plus concrets que là-dessus. Mais j'aimerais ça juste toucher, si je peux, Rick, juste toucher sur un point que tu as mis là-dedans, Pat, parce que je pense que souvent quand on parle de le travail artistique, je pense que ça dépend. Je veux dire, ça dépend, mais je pense que pour beaucoup de personnes, on a la perception que le travail artistique, c'est moins l'empathie, c'est moins de comprendre ce que les personnes veulent, mais plus que moi, comme artiste, je vais communiquer ce que moi, je veux communiquer. Je sais, et c'est intéressant parce que, comme moi, je travaille dans design thinking, je travaille souvent avec des entreprises qui ont cette idée que nos consommateurs, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Alors, nous sommes des experts. On va communiquer à eux ce qu'ils ont besoin. Et pour moi, je pense que c'est exactement l'inverse qu'on devrait faire. Parce que vraiment, et ça, c'est les consommateurs qui vont utiliser des produits, vont manger quelque chose, des choses comme ça. C'est pas la même chose, mais c'est pour comprendre cette idée, c'est pour comprendre cette besoin émotionnel. Pour moi, c'est le fondamental de design thinking. Et c'est intéressant parce que souvent, quand je parle à des entreprises, ils disent, mais les grands artistes, ils ne faisaient pas ça. Les grands artistes, ils disaient au public, toi, tu devrais avoir ça, tu devrais comprendre ça, au lieu de commencer avec l'empathie. Alors, pour moi, c'était vraiment intéressant de t'écouter, que tu dis que tous ces projets commencent avec l'empathie. Je trouve ça vraiment fascinant. En fait, c'est une bonne question. Je pense que, comme tu dis, je pense que tous les artistes ont des approches très différentes. Autant que l'idée n'est pas que je veux créer quelque chose pour mieux le vendre, dans le sens où il faut que ça parte de moi, bien évidemment. Il faut que ce soit quelque chose qui, moi, me stimule profondément, m'appelle, mais je me dois. Si je faisais juste dire, bon, ben voilà, c'est ça qui m'intéresse, puis que je vomis ça au public sans trop me demander est-ce qu'ils vont le prendre, est-ce qu'ils vont l'apprécier, ça donne rien de créer quelque chose en disant je me fous de comment vous allez le prendre. Et je dis ça, il y a des artistes qui le font, puis il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Mais moi, mon approche, c'est que j'aime bien me mettre à la place du public et dire comment ils vont comprendre ce que moi j'ai envie de dire. Oui. Bon, j'ai l'impression que ce que j'ai envie de dire, c'est des choses que je pense que les gens n'ont pas compris, mais si tu fais juste leur dire de la façon dont on leur a dit plein de fois, ben, ils ne comprendront pas plus, puis ils vont repartir avec rien de plus. Fait que pour moi, c'est un équilibre entre les deux, c'est de dire, j'ai envie de le dire, j'aurais envie de le dire comme ça, est-ce que ça va passer? Je suis curieux. Encore une fois, je trouve que la méthode que là, on va prendre, qui est de faire une première semaine où est-ce qu'on se dit, voilà nos objectifs, on se lance, on le fait, puis là, on peut se permettre à la fin de la semaine de faire des spectacles et de regarder la réponse puis dire, OK, comme tu dis, c'est une espèce de première étape de prototypage où est-ce qu'on va avoir une réponse du public puis se dire, OK, peut-être qu'on pourrait prendre cette ligne-là semble vraiment idéale pour satisfaire et nos besoins et le besoin de notre auditoire, de notre futur auditoire. Intéressant. Anne-Faye, j'ai vu que tu es sortie du mute. Je ne savais pas si vous avez contribué quelque chose ou... Ben, en fait, ça me fait... Parce qu'on parle beaucoup de l'art ou même qu'est-ce que je peux comprendre du design thinking, c'est une manière un peu de s'affranchir des méthodes comme rationnelles
ou de certains standards qui, comme un peu, va peut-être être vu de manière subjective. Puis, je sais pas, ce rapport-là, il m'intéresse parce que je trouve que la science comme se bat pour faire reconnaître une rigueur, puis après ça, on vient se servir de l'art pour dire, OK, oui, il y a ça, mais il y a aussi cet aspect-là qui est important. Puis, je sais pas, c'est comme un espèce de rapport qui m'intéresse, puis je pense qu'il faut aborder dans notre travail parce que on est comme dans la frontière entre les deux, puis c'est ça. Ça m'interpelle, ce rapport-là. Il y a tout un aspect un peu philosophique dans tout ça. Hein? Comme en termes de, si on parle d'un spectrum, peut-être à la rigueur absolue qui est basée sur les faits, blablabla, la data, tu sais, la science pure, qu'on dirait. Et puis la créativité absolue qui est cet artiste tout seul qui crée quelque chose sans aucun regard de ce qu'ils font, c'est que la réaction des publics, des choses comme ça, qui va participer tout seul dans son workshop, son atelier, tout seul. Et c'est intéressant, c'est que je pense que tout le monde, on est partout dans ce spectrum. Puis je pense que, si j'ose dire, et il y a des scientifiques là-dedans, je pense que la science est pas autant rigoureux peut-être qu'on voit, qu'on perçoit, surtout en termes de comment on va faire des choix. On va faire des choix en termes de data qu'on va regarder. On va faire des choix en termes de qu'est-ce qu'on va faire. Puis, à le même temps, comme tu viens de dire, Pat, pour être un artiste, des fois, c'est important des fois de demander est-ce que le public va comprendre mon message et puis qu'est-ce que je peux faire pour le faire. Mais la chose qui les réunissent, puis je pense qu'il est intéressant, c'est ce que tu as dit, et Pat, je vais utiliser ton mot, c'est la curiosité. Si on parle des artistes puis on parle des scientifiques, je pense que ce qui les réunissent, c'est la curiosité. On est tous curieux. On a tous des questions. On veut savoir plus. On veut comprendre plus. Et nos méthodes d'expérimentation, puis moi aussi, je suis curieux. Peut-être, tu sais, on peut faire peut-être un triangle. Le troisième point, c'est les affaires, le business, blablabla. Mais on est basé en vie avec la curiosité, puis on veut en comprendre plus. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que pour moi, vraiment la eye-opening experience de design thinking, c'est que nous les trois pôles, science, business, art, créativité, l'artistique, si on dit on est basé sur la curiosité, mais c'est intéressant parce que c'est un peu le contraire de comment est-ce qu'on perçoit. On perçoit les scientifiques avoir toutes les réponses. On perçoit les artistes que moi, je vais vomir mes idées vers toi. Puis on perçoit le business comme, je ne sais pas, cette grosse affaire qui gère notre vie, qui essaie de contrôler tout ce qu'on fait. Puis je pense que si on désire un sondage des personnes, le dernier mot qu'ils vont utiliser pour faire ces trois choses-là, ce serait la curiosité. Mais l'intéressant, c'est pour nous, je pense, si je peux parler pour tout le monde, on est basé là-dedans. Alors, je pense qu'il y a une tension, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Mais je commence à avoir un peu la piste plutôt philosophique. Alors, pardon, Rick. On peut retourner pratico-pratique. Mais c'est très intéressant parce que Anne-Fé et Mike, vous touchez à un point qui fait beaucoup sujet de discussion. Et même des fois, on fait des applications de subventions, on ne les a pas. Puis on est attaqué beaucoup sur la rigueur, on va dire, scientifique. Bon, fait que je comparais un peu comme la science, on va dire, le parallèle entre la gymnastique et le cirque. Tu sais, la gymnastique, c'est l'exécution, la parfaite exécution de figures imposées. Il y en a plusieurs qui connaissent bien la gymnastique. Le cirque, ça peut être une parfaite exécution, mais tu sais, tu inventes ta figure. Tu fais quelque chose de... Tu peux aller en dehors de la boîte si on veut. Fait que notre problème en recherche, c'est que si tu n'exécutes pas, et c'est un problème qui va se poser là, quand même, tu dois essayer d'exécuter quand même le mieux possible l'aspect scientifique d'un projet comme ça. Mais si tu fais juste de la bonne exécution ce qui arrive beaucoup en recherche, c'est de la parfaite exécution de mauvaises idées. Et je dirais que le gros de notre argent est investi dans la parfaite exécution d'une mauvaise idée. Donc, ça, c'est mythologiquement super cool. Ils ont utilisé tel design de vie. Les analyses sont parfaites. Le papier est bien écrit, c'est parfait. Mais ça ne va pas toucher, ça va rester sur la table. Et il y a beaucoup d'argent investi là-dedans. Ça, c'est un peu mon two cents là-dessus.
Mais si tu fais pas ça, tu n'as pas d'argent. OK? Tu n'en as pas d'argent. Tu n'en as pas. Fait que là, on est dans un concours spécial qui a été ouvert par le scientifique en chef. Ça vient d'ajouter de la crédibilité à notre démarche. Mais très franchement, avant ça, c'est-à-dire que moi, je suis dans les réunions, puis les gens disent, c'est quoi ça, un spectacle de cirque? Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu vas mettre comment de publication tu vas sortir de tout ça? Et moi, en bout de ligne, je retourne à Julie, qui est étudiante au doctorat, puis je dis, tu sais, comment tu vas le mesurer, ça? Parce qu'il y a une soif comme artiste en elle, il y a une soif aussi de faire quelque chose de créatif, d'intéressant. Puis moi, je n'ai pas nécessairement cette soif-là, mais j'ai l'obligation de dire, et la responsabilité aussi de dire, il faut pas juste le faire il faut toucher les gens, il faut que ça marche selon nos objectifs, ce que ça va donner, mais il faut aussi démontrer un peu cette figure imposée. Fait qu'on est un peu dans la même chose. Est-ce que, je veux juste voir... je pense que Patrice... Aubertin. Oui, bien, merci. C'est super, super, super intéressant. Bien, je vais poursuivre sur ton analogie, Rick. Dans le fond, l'enjeu, puis c'est un peu le même enjeu quand on travaille au niveau des arts vivants, là, des arts de la performance. C'est d'apprendre la roulade avant, mais d'apprendre à faire la roulade avant avec un meaning, avec une histoire ou une raison de roulade avant. OK? Cette raison-là, elle doit t'appartenir comme artiste. Puis probablement, puis ça, c'est un débat philosophique qu'on peut avoir, puis il y a du monde qui se penche là-dessus au niveau des philosophies, là, mais l'art, moi, je pense qu'on est obligé de partir du principe que l'art existe dans la mesure où il y a quelqu'un qui produit quelque chose, il y a quelque chose qui existe, puis il y a des gens qui vont être capables de le prendre puis de se l'approprier. Puis je trouve que notre projet ne fait pas beaucoup de sens si on n'adhère pas à ce concept philosophique-là d'un artiste qui a quelque chose à dire, d'un objet artistique qui existe, qui prend plusieurs formes, et des gens qui peuvent se l'approprier et créer. It's creating meaning. Puis ce que je trouve intéressant dans ce que tu amènes, puis ça diminue un peu ce que je trouve que les pitfalls ont parfois dans le design thinking, c'est que toi, ton objectif, Mike, c'est quand tu l'expliques, c'est d'aligner des désirs profonds. Puis des désirs profonds, ça devient des désirs qui sont immuables et qui durent dans le temps. OK? Puis si on est capable d'aligner ces désirs profonds-là entre ce que nous, on a à dire puis ce que les gens ont envie de recevoir, ou c'est quoi leurs besoins profonds, on va avoir atteint notre objectif. OK? Moi, un des enjeux ou des défis que je vois avec le design thinking dans les formes où c'est utilisé, c'est que cet exercice-là de laddering pour aller chercher vraiment un désir profond ne se fait pas. Oui. Puis ça crée une incertitude au niveau des artistes qui veulent participer à ce truc-là, parce que la dernière chose qu'un artiste veut, c'est de se faire dire quoi faire par son public. C'est pas, fait que si on ne fait pas attention à aller assez loin pour arrimer un désir profond d'aller communiquer avec un désir profond d'être touché par le lien de communication, ben, on va rentrer dans une recette superficielle en disant, OK, ben, c'est quoi le moyen le plus efficient d'assurer que, puis on va manquer notre target. Oui. Fait que ça je pense, c'est un exercice qu'on doit maintenir ou une vigilance qu'on doit maintenir à travers notre processus. Puis le fait, je ne suis pas inquiet avec notre groupe parce qu'on est ancré dans cette réalité-là, là, ça va. Puis l'autre chose qui, moi, m'interpelle dans ce projet-là, que je trouve super intéressant, c'est que, Mike, tu l'as dit, le processus à la base est un processus développé par des artistes, des designers qui ont une approche artistique, qui a été un peu packagé sous une forme X. Puis là, ça nous revient au niveau des artistes, puis on présume que ce que l'on fait, c'est ça, mais la vérité, c'est qu'on ne le sait pas vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Puis juste cet exercice-là du looping, pour moi, de le ramener chez nous pour voir est-ce que ça explicite vraiment comment nous, on opère, puis de pouvoir le nommer, puis de voir est-ce qu'il y a des convergences, est-ce qu'il y a des divergences. Pour moi, en termes de recherche, là, juste ça a une valeur majeure parce que sinon, on est pris aussi avec la présomption que mais c'est ça qu'on fait de toute façon.
Oui, on sait quoi faire. On sait quoi faire, donc what's the point? Alors que ben non, il y a peut-être justement de pouvoir aller expliciter une démarche qui, pour les artistes, c'est pas facile. Hein? Expliciter une démarche, c'est pas simple. Puis surtout dans un contexte d'une relation avec un public pour lequel, encore là, je le répète, la dernière chose que tu veux, c'est de... Parce que les exemples que l'on a, ils sont aussi ancrés dans la culture populaire, puis dans les méthodes qui sont utilisées pour assurer que le public soit super content avec ce qui lui est produit. Mm-hmm. Puis on fait fausse route en faisant ça. Mais c'est les modèles qu'on a. Les modèles qu'on a au niveau de l'art, c'est le tailoring pour la masse, c'est ces trucs-là. Puis la notion de faire réfléchir ou de toucher, elle n'est pas... non, c'est vraiment ça coule pas de source, tu sais. Alors que parfois, c'est super... ça fait partie des ancrages de base qui existent, mais parfois, non. Puis quand ça n'existe pas, bien, ces projets-là existent quand même. C'est souvent ça qu'on utilise comme exemplaires pour démontrer que finalement, l'approche design thinking en art, elle est fallacieuse parce qu'elle nous force à tailorer ce qu'on va faire en termes d'un public. Alors que Patrick, puis j'en connais pas tant de monde que ça qui me disent « Moi, mon objectif, c'est de faire de l'art, puis honnêtement, que ça plaise, non, c'est même pas la question de plaire ou pas, que ça a un impact ou pas, ça m'est égal. Il y en a, j'en ai rencontré, mais c'est un segmented, là, c'est une petite partie de monde. Puis je vais reprendre la logique du début, c'est que dans ce projet-là, on a une approche empathique. Puis la question qu'on se pose, c'est est-ce que le moyen qu'on va utiliser va permettre cette empathie-là ou pas? Mm-hmm. Puis à la fin, ben what's the point? Puis ultimement, ça marche-tu ou ça ne marche pas? Puis pourquoi ça marche puis pourquoi ça ne marche pas? Ça aussi, c'est intéressant parce qu'on parle de créer une émotion soit, mais je présume aussi que l'objectif, c'est d'aller affecter des comportements, aller créer un engagement social qui va faire en sorte que des gens vont se lever, vont aller aux barricades et dire « Hey, moi, je veux que ça change. » Fait qu'on va un petit peu plus loin que juste créer une émotion, je pense. Oui. On veut créer un changement social, puis, c'est pas... ça va être cool, là, mais c'est pas simple. C'est pas simple du tout, oui. Et j'ai oublié de mentionner, je sais que Mathieu a une question, mais c'est-à-dire que dans le fond, ce qu'ils ont à battre, c'est le PowerPoint. Fait que dans le devis, là, c'est un PowerPoint sur le projet que je vais faire, soit un enregistrement, soit live. Probablement que ça va être un enregistrement. C'est un PowerPoint versus la conférence spectacle sur qu'est-ce qu'ils aiment plus, qu'est-ce qu'ils ont retenu. Puis au suivi, il y a des mesures de suivi. Sont-ils mobilisés? Ils se rappellent-tu de tels faits? On passe des faits comparables. Fait qu'il y a quand même il y a une structure. On doit passer les mêmes faits dans les deux affaires, les key points. Là. Mais c'est juste qu'avec une twist émotionnelle, est-ce que, bon... Est-ce que je vais juste répondre peut-être à Patrice, ce que tu viens juste de dire. Beaucoup de différentes idées là-dedans. Je pense que premièrement, cette idée de meaning, je pense que c'est tellement important. Puis je pense que c'est tellement important dans le design thinking aussi. Je vais partager dans le chat un lien pour une vidéo. C'est une vidéo d'un gars qui s'appelle Doug Dietz. Puis c'est dans le milieu de santé. Puis il utilise le design thinking. Puis je trouve que c'est vraiment... Et puis juste comme pour donner la punchline, il dit à la fin, « When you design for meaning, good things happen. » Et c'est vraiment cette idée qu'il faut toucher pas seulement cette émotion superficielle, il faut toucher une émotion plus profonde. Puis je pense qu'on doit se méfier un peu des émotions superficielles parce que nous, quand on dit ce qu'on veut, souvent, c'est des choses qui sont assez à la surface, mais vraiment plus profondes. On veut des choses un peu plus... Moi, je suis quelqu'un qui est vraiment humaniste. Je crois vraiment dans l'être humain. Puis je pense que nous avons tous les bonnes intentions. Puis il y a tout cet aspect de socialisation, puis blablabla. Mais je pense que si on touche à cette profondeur, là, on a le meaning. Là, on va faire en sorte que les personnes vont agir. Et c'est dans le monde d'affaires, agir, c'est souvent d'acheter quelque chose, de faire quelque chose, des choses comme ça. Mais vraiment, moi, je pense que le good design, je dis en anglais, c'est good design is altruistic. C'est pas l'altruisme, je ne sais pas si ça se traduit en français, mais c'est que le design, quand c'est vraiment bon, c'est pas fixé sur comment est-ce qu'on peut faire l'argent. On fait comment est-ce qu'on peut aider les gens, puis on oublie l'aspect de l'argent.
Parce que l'argent, la consommation, tout ça, ça va venir. Si on touche les gens où ils veulent être touchés, tout ça, ça va venir. Et juste un dernier point sur cette chose. Moi, je parle de ça un peu comme... Ça, c'est mon fils. Je suis sur un appel, bud. Si je dis le Steve Jobs exception. Parce que souvent, quand je parle de design thinking, il y a des gens qui disent « Ah oui, mais Steve Jobs, il ne faisait pas des entrevues. Steve Jobs, il créait des produits sans demander à personne ce qu'il voulait. Il faisait... » J'ai dit « Oui, parfait. » Mais lui, c'est génie qui n'avait pas besoin d'un public, qui n'avait pas besoin de cette idée de ça. Il y a l'histoire de l'art, c'est rempli des artistes qui travaillaient tout seuls dans leurs ateliers, puis après qu'ils ont mort, ils ont tout découvert l'art, puis c'était incroyable, blablabla. Mais la réalité, c'est que la plupart de nous, on ne veut pas vivre comme ça. On veut avoir un impact maintenant, on veut avoir un changement avec les gens. Alors, pour moi, oui, ça existe. Je pense que exactement, Patrice, c'est le même wavelength de cette idée qu'il y a des exceptions. Parfait, oui, c'est beau. Mais pour nous, qu'on a un défi à faire, on a une semaine, on doit faire ça. Le design thinking, c'est un peu une structure, c'est un framework, c'est une méthodologie qui va nous aider à avoir ce qu'on veut avoir. Ce n'est pas un bague magique qui va faire en sorte que tout est parfait tout le temps. Non, certainement pas. Mais ça nous donne un peu des choses à toucher. Et la dernière chose sur ça, c'est cette idée que le design thinking, comme j'ai articulé, il y a 5 étapes. Tu parles à, je dirais, 10 différents design thinkers, tu vas trouver 10 différentes méthodologies. Ces 5 étapes, c'est le Tim Brown, c'est le classique d'IDEO. Ce n'est pas nécessairement le seul. Alors, je pense qu'en essayant de l'idée, ce ne serait pas d'essayer de te forcer dans une méthodologie comme ça, mais vraiment, comme tu as dit, c'est quoi le vocabulaire qui est là-dedans qu'on peut utiliser? Nous, on fait un peu le prototypage avant qu'on leur fait l'empathie. Parfait. Ce n'est pas à dire que l'empathie doit être premier. Non, mais c'est d'avoir un vocabulaire qu'on peut utiliser pour avoir une communication, une conversation, peut-être entre quelqu'un de monde d'affaires, quelqu'un scientifique, quelqu'un artistique, pour dire qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que c'est ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Bon, je pense que Mathieu avait une question. Pardon, merci. Hey, je suis désolé, je suis appelé sur un autre meeting, moi, donc je dois vous quitter, mais à très bientôt tout le monde. Ciao. Bonjour, Patrice. Merci, Patrice. Bye, je suis désolé, Mathieu. Écoute, j'allais te citer. J'étais sur le bord de te citer. Oh non, ben écoute, les autres on va en faire parleront. tantôt, ça va être... Ah, ça va être parfait. Allez, OK, ciao. Yes. Bon, en fait, je voulais dire que souvent, on parle justement des émotions, des sentiments, comment on va aller chercher ça. Et puis, il existe quelque chose qui dit construire des narratifs autour des désirs. Et puis, c'est là que je cite Patrick, en fait. Patrick a parlé de désir. Fait comment qu'on va chercher les émotions des gens? En montrant des gens qui ont des désirs, en ayant des désirs, en ayant un grand désir. Je pense que le spectacle qu'on est en train de monter, si on utilise un peu l'approche de Mike aussi, c'est le grand désir, finalement, c'est pas de faire un show de cirque. Le grand désir, c'est de sauver des vies. Sauver des vies en région. C'est ça le 1A, je pense, dans le projet. Et puis ensuite, comment on va en arriver à ce désir-là qu'on a de vouloir sauver des vies en région? En partageant des données. Ça, c'est un deuxième désir. Après ça, en conscientisant la population. Un troisième désir. Et puis là, dans le fond, on est dans une opération de storytelling un peu. On fait du storytelling, on raconte des histoires. On raconte des histoires à travers lesquelles il va y avoir plusieurs scènes. Et chaque scène pourrait représenter un petit désir. Je dis ça comme ça, exactement comme supposons le désir de sauver la personne qui vient d'avoir un accident. Le désir de faire passer un taco, mais de ne pas avoir de taco. Le désir, c'est comme ça que certaines personnes racontent des histoires, que certaines personnes montrent des films. C'est avec plein de petits morceaux pour un plus grand morceau. Je trouvais que cette approche-là était super intéressante. Et puis, voilà, je vais revenir un petit peu là-dessus parce qu'on parle souvent des émotions et tout, mais comment on se rend dans l'émotion, comment on se rend dans le sentiment. Je pense que le désir, justement, est une bonne façon d'exprimer l'idée et puis que le monde aussi, hein, ils font, tu sais, l'empathie, hein, c'est-à-dire aussi de se voir dans la peau d'un autre et puis de se dire, ah, ben, I relate to that. C'est comme tu te vois dans la scène que tu vois, tu reconnais ton désir. Je pense que c'est super important, ça, dans le storytelling. Puis c'est ça, puis l'exercice d'empathie, je trouve que tu vas beaucoup de dire, on va aller dans le public, on va checker, on va tester l'idée. Je suis tout d'accord avec ça, mais quand tu parles des grands artistes qui ne sont même pas allés dans le public, puis qui ont eu des grandes idées, puis que le public s'est approprié, ben, je pense que justement, c'est des gens qui arrivent à se mettre à la place de l'autre beaucoup. Puis moi, dans ma tête, le processus d'empathie aussi, c'est beaucoup ça.
C'est de comprendre qu'est-ce que les gens vont aimer, puis de se dire, justement, l'empathie, c'est ça. Qu'est-ce que le public va vouloir? Si tu arrives en consultant le public, ça peut aider, ça peut aider à tester, mais aussi dans ton cœur à te dire, moi, est-ce que j'aime ça? Est-ce que j'aime ça? Puis ça aussi, c'est un exercice d'humilité, de se dire, hey, moi, ce que j'ai fait, là, j'aime-tu ça? Puis ça, c'est très important parce que justement, dans l'exercice d'empathie, il faut faire attention de ne pas s'inventer un public qui n'existe pas. Tu sais, de se dire, supposons, j'ai fait un logo, moi, je l'aime pas, mais c'est pour des mécaniciens, puis eux, ils vont l'aimer. OK? Ça, c'est toutes des choses que moi, en tant que designer, j'essaie d'éviter. J'essaie de toujours aimer ce que je fais. C'est full important. Et puis, voilà. Et puis, par rapport au design thinking, voici, on a commencé à faire des petites activités avec Julie, avec Patrick, etc., de storyboardage, de dire, OK, comment on va monter un show de cirque avec une étude, c'est assez important. Et puis là, on a proposé l'exercice des post-it. Reviens-moi là-dessus, Mike, si tu connais aussi la chose. Bien, le monde utilise des post-it. Et puis de dire, bon, quelles scènes de l'étude on veut absolument voir, toutes les mettre sur le mur. Quelles scènes sont obligatoires? La scène de l'accident, la scène du taco, la scène de la fin, la scène du début. Comment on va relier ces scènes-là? Et éventuellement, quel artiste va faire quel tricks? Parce que moi, je ne suis pas un artiste de cirque, tu sais. Et puis, tu sais, supposons que tu fais un scénario, tu arrives là, tu dis, bon, ben là, il y a la scène du taco, et puis on veut pouvoir dire telle citation de l'étude, et puis tel va pouvoir avoir la liberté créative de configurer quelque chose selon son expertise dans ce contexte-là où on a un désir de communiquer la problématique. Fait, c'est l'exercice des post-it, en fait, dans laquelle on a commencé à faire des exercices comme ça. Et puis, voilà. Je tiens aussi à dire que l'exercice de faire un show en une semaine, je pense que c'est très bon. Puisque même sans public, et c'est un peu un aspect que je voulais, public tant mieux, si on n'a pas public tant pis, le prototypage sert les créateurs. Le prototypage te donne des réponses. Tu sais, supposons, je fais un logo, tu en fais 100, tu ne les montres pas au monde, mais toi, tu les vois, tu sais. Et puis, en essayant de le faire, c'est pas juste de l'avoir dans la tête. Tu l'as fait, donc des fois, tu vois qu'est-ce qui marche pas, même avant le public. Par le prototype, on va réaliser des choses au sujet du spectacle. Je pense que même dans l'équipe, on va être capable de voir plein de choses. Et puis, une autre chose qui est bonne, je pense, avec le prototypage rapide, c'est qu'à la fin, tu as déjà quelque chose. Tu dis, écoutez, là, ça enlève la pression, en fait. Parce que tu as fait un pitch, puis après, tu n'as plus la pression de dire, j'ai rien. Là, tu as quelque chose. On va en avoir un show. T'sais? Et puis, bon, ça ne sera peut-être pas le show final, mais je pense que ça, déjà, c'est un exercice qui est bon parce que, justement, ça enlève un peu de pression pour dire, écoutez, on a fait dans le pire des cas, on a ça. T'sais, des fois, tu te dis, je vais faire un logo à une journée, et après ça, tu passes le mois à travailler dessus, et puis tu en reviens avec plus d'idées. Alors voilà, je voulais partager quelques observations comme ça de design. Des bons points, Mathieu. Puis, en fait, je pense que, encore une fois, Mike, c'est à cause de ta formation dans la MHL qu'on en est venu la semaine passée à dire on va essayer de faire une semaine là-dedans, de le piloter comme ça pour arriver à un produit même préliminaire. J'aimerais entendre maintenant, tantôt, je posais une question à Julie, mais donc ceux qui n'ont pas parlé de l'équipe de cirque, puis après ça, ben, ouvrir aux autres. Anne-Fé, toi, comme artiste de cirque, qu'est-ce que tu penses de ce que tu viens d'entendre? Ben, j'ai vraiment été beaucoup touchée par Patrice, là, parce que pour moi, c'est important d'avoir un meaning dans ce que je fais. C'est ça qui me drive, puis c'est ça qui me motive. Ça fait, c'est ça, plusieurs mois même, c'est ça qu'on est beaucoup sur papier en train de brasser des idées et tout ça. Puis je pense que j'ai comme ce désir-là d'être dans le corps. Tu sais, lors du cirque, c'est dans le corps, c'est dans le mouvement, c'est tout ce qui est relié au sensoriel. Puis c'est comme vraiment une expérience qui est différente. Tu sais, oui, ça peut être intellectuel, mais ça donne un autre apport au monde. Puis à la connexion, c'est ça, avec le public, puis tout ça. Fait que j'ai vraiment hâte de rentrer là-dedans. Puis tu sais, Mike, quand tu parlais de sortir un peu, de penser à dessiner, parce que, en tout cas, j'ai fait l'entretien là, que tu as fait, puis on a fait beaucoup de dessins. Puis ben ça, c'est un outil pour se sortir un peu de notre tête, puis des patterns qu'on a. Fait que pour moi, ben je
je suis rendue là à vraiment comme valoriser comme ce que le cirque peut apporter à de la recherche, à des rapports, à tout ça. Fait que c'est un peu là que je suis rendue. Ouais. Julie? Fait que, comment tu vois ça? En fait, c'est sûr que tu avais eu la formation un petit peu de design thinking un peu plus avancée. C'est sûr qu'il y a des formations de semaine là-dedans. C'est juste pour... Puis c'est sûr que, tu sais, comme pour moi, pour toi, tu sais, es quand même dans une structure où, tu sais, il faut que tu penses à un autre niveau comme chercheur. Puis c'est quoi... Comment évaluer ça, en fait? C'est comme un autre aspect quasiment du design thinking. C'est pas simple. Non, c'est assez complexe. J'aime ça beaucoup. En fait, c'est un bon défi. J'essaie de... En fait, à un moment donné, il y a un prof au doctorat qui avait fait un cours là, puis qui avait dit que le doctorat, ça devait en fait changer des vies. Là. Fait que j'essaie de m'adoucir aussi dans mes convictions puis dans mes élans. Parce que au début, je pense que ça fait 3 fois, je pense, seulement que je te rencontre. Puis, tu sais, même Richard m'en parle tout le temps. Puis, en tant qu'artiste, j'avais une genre de réaction un peu genre fuck off, j'ai pas besoin de ça, moi on fait ça, je fais ça depuis, tu sais, on fait ça depuis. C'est plus des méthodes ou des théories qui expliquent un peu ce qu'on fait, ce qui est intéressant, tu sais. Mais ce que je trouve en fait là qui est intéressant là, c'est que je me trouve tout le temps ou souvent le cul entre 2 chaises. Tu sais, je suis tout le temps, je suis un artiste, mais là, je suis en sciences. Tantôt, on parlait de subjectivité, d'objectivité, de 2 cultures de recherche, tu sais, qui, dans le fond, se réunissent à vouloir savoir comment le monde fonctionne, un peu à revenir à ta curiosité. On est des êtres humains qui veulent connaître, comprendre le monde qui nous entoure, puis on y va soit par une formule artistique, soit par une formule scientifique, mais on se rejoint là, tu sais. Puis ça me fait penser un peu à... C'est drôle parce que tantôt, tu disais que tu tombais un peu, Mike, dans la philosophie, puis c'était un petit peu comme genre, oh, je m'excuse, mais la philosophie, c'est très beau. Puis c'était à l'origine de tout, tu sais, tout le savoir était de la philosophie, puis à un moment donné, on l'a compartimenté pour peut-être aller un peu plus loin dans nos domaines, mais ça partait du fait que la philosophie, c'était de la connaissance, c'était de réfléchir sur notre monde. Puis, on fait aussi des fois des raccourcis, tu sais, on parle de recherche, donc la recherche, c'est scientifique, donc on mesure, mais il y a de la recherche créative, il y a de la recherche sonore, il y a de la recherche visuelle, il y a de la recherche, puis ça, ben, elle se fait différemment de comment on mesure en sciences, mais c'est quand même de la recherche. Puis on fait aussi l'autre raccourci où est-ce qu'on se dit que, bon, ben la créativité, c'est l'affaire des artistes, puis les scientifiques sont pas créatifs, puis ça aussi, c'est faux, tu sais. Donc, il y a comme... Donc, moi, la conférence spectacle, puis mesurer l'effet de la conférence spectacle, ça m'importe beaucoup, mais tout ça, toutes ces discussions-là, moi, dans le fond, sont comme à la base de mon intérêt profond de cette rencontre-là interdisciplinaire ou transdisciplinaire ou adisciplinaire ou whatever, là, tu sais, de ces 2 mondes-là, tu sais, puis je trouve que pour revenir à ma réaction un peu genre fuck off, le design thinking, je trouve que c'est le langage, en fait, qui fait en sorte qu'on est peut-être capable de se comprendre ou de se rejoindre, les artistes puis les scientifiques pour ce projet-là. Parce qu'on peut créer, un artiste va probablement vouloir avoir sa propre voix, créer, peu importe si ça rejoint ou pas les gens. Mais là, dans le projet qui nous occupe, là, ben, on veut avoir un effet, on veut toucher les gens, on veut avoir un impact. Donc, on n'est pas dans l'expression là, de genre « qu'est-ce que moi je vais vouloir dire ». On part d'une recherche qui est déjà là, puis on veut avoir un impact. Donc, là, peut-être là aussi la différence entre l'art et le design, c'est que dans ma tête à moi, le design veut trouver une solution à un problème. On veut arriver à un certain résultat, puis en art, on peut peut-être être un peu plus dans l'expression. Je ne sais pas si j'ai tant une question, tu sais, c'est que j'essaie de voir justement comment moi je vais jongler cette posture-là où est-ce que je suis comme un peu à cheval entre plein de trucs. J'aime l'idée de la méthode du design thinking justement parce que ça va rejoindre nos deux mondes, là, nos 2 types de pensée, la pensée artistique, la pensée scientifique, si on veut absolument les séparer comme ça. Mais tu sais, pour moi, là, je vais rentrer dans cette semaine-là, je ne serai pas dans la création, je vais probablement être consultante puis regarder où est-ce qu'on va là, mais là, pour moi, ça va être de documenter le processus de création de cette rencontre-là des 2 cultures, voir comment on peut avoir un impact sur le transfert de connaissances. Puis là, ben, il y a une donnée aussi où est-ce que, là, on est en temps de COVID, puis tu as des arts vivants,
dont le cirque où il y a beaucoup de contacts physiques, ou est-ce qu'on va commencer à créer dans un contexte de COVID? Fait que je pense aussi que c'est important de le documenter parce que c'est très actuel. Fait que moi, là, dans les derniers jours puis dans les prochaines semaines, ça va être de voir, OK, où est-ce que je cible mes affaires, où est-ce que je fais mon prototypage pour observer le processus, comment je fais mon prototypage pour y aller pour le transfert de connaissances, puis comment aussi je suis capable de documenter tout ce qui est par rapport au COVID. Puis là, j'ai de la misère à me démêler là, pour le moment. Fait que si tu as des trucs, je vais les prendre. Sinon, je vais y aller. Puis je vais essayer de ne pas trop me tromper. Bon, de ma part, merci beaucoup, Julie. Je pense que je suis complètement d'accord que la philosophie, c'est la racine qui nous unit tous. Puis je ne m'excuse pas tellement de parler de philosophie parce que je pense que c'est tellement nécessaire pour nous de se raciner dans tout ça, mais vraiment pour y penser, pour voir la connexion dans toutes ces choses-là. Puis je pense que c'est vraiment intéressant cette question à quoi je veux répondre juste un peu, c'est cette question d'essayer d'être correct, d'essayer d'avoir les bonnes réponses. Je pense qu'une chose qui est importante dans le design thinking et que je pense que quand c'est bien fait, c'est cette idée de jouer. Et c'est intéressant parce que je pense que vous autres, les artistes dans le cirque aussi, j'assume que pour vous aussi, il y a tout un aspect physique, il y a un aspect de discipline, il y a un aspect de technique, mais il doit en avoir un aspect un peu de plaisir là-dedans, de jouer là-dedans, de je sais pas, se laisser un peu libre de jouer. Puis j'ai trouvé ça intéressant ton comparaison, Rick, entre gymnastique et le cirque. Si on regarde les meilleurs gymnastiques du monde, je pense que si on parle de comme Simone Biles aux États-Unis, quand elle fait ses routines, elle a un grand sourire, puis tu vois qu'elle a du fun à la faire. Tu sais, elle joue la musique qu'elle aime, puis tu sais, elle a gagné la médaille d'or dans les Olympiques, des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle jouait aussi. Elle a cette habilité incroyable. Elle a l'entraining, tu sais, on parle de quelqu'un qui est dévoué à sa sport, mais en même temps, elle a cet aspect de jouer. Et je pense que souvent, quand on parle de science, quand on parle de recherche, quand on parle de ces choses comme ça, on laisse à part cette idée de plaisir. C'est un peu un mot qu'on ne peut pas dire, tu sais, c'est ouf. Non, on ne devrait pas le dire, c'est du travail. Du travail, c'est pas du plaisir, ça. Tu sais, on est des bons, je ne sais pas, comme on a cet aspect historique de ce qu'on doit faire, puis le travail, c'est ce qu'on doit faire. Mais pour moi, l'important dans ça, c'est de jouer aussi. Et si on peut faire les deux, c'est là où vient la magie. C'est là où vient la magie. Alors, peut-être, je ne sais pas si ça répond à ta question, Julie, mais je pense qu'une partie de couper ces deux parties de ça, c'est d'essayer de rendre ça un peu un jeu et d'avoir du fun là-dedans. Même si ça ne va pas être parfait, la réalité, c'est jamais parfait. Et l'important, si on voit un artiste, un musicien, tu vois les musiciens incroyables, on ne voit même pas quand ils font des fautes. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement de plaisir en faisant ce qu'ils font, c'est qu'on oublie les fautes techniques. Et ça, c'est l'important. Je pense que tout ça, et puis dans le monde d'affaires, j'essaie d'apporter ça à mes clients aussi. Cet aspect de jouer, cet aspect de quand on a fait le design thinking ensemble, quand on a fait avec la MHL la première fois, quand on était toujours ensemble, c'était avant, je pense que c'était juste au commencement de mars, en février, on jouait ensemble, on jouait avec des choses. Et c'est vraiment important parce que les personnes disent, ça, c'est pas la science, c'est pas l'affaire, c'est pas sérieux. Mais la réalité, c'est d'avoir ces résultats incroyables. Il faut taper, il faut prendre you have to tap into, qu'on dit en anglais, you have to sourcer dans ce moment, de cet aspect de ton cerveau qui sait comment jouer. Alors, je sais pas, je vais juste partager ça, puis vraiment, je pense que les meilleurs artistes, les meilleurs scientifiques, les meilleurs du monde, c'est des gens qui sont tellement bons dans quelque chose qu'ils peuvent jouer avec. Mathieu, Pour en rajouter un petit peu là-dessus, en fait, moi, j'aime beaucoup toutes ces conversations-là. Le jeu, comme mode d'apprentissage, j'avais déjà écouté une conférence là-dessus qui disait à quel point le jeu est neuroergonomique. Neuroergonomique, c'est la capacité que tu as à avoir de l'attention pour quelque chose puis à l'apprendre finalement. Et ça disait que par le jeu, c'était la meilleure façon. D'ailleurs, le jeu, le présentateur disait que
c'est la façon que la nature a choisi de faire l'apprentissage. Exemple, 2 bébés tigres, ils vont jouer ensemble à se battre et puis éventuellement, ils vont chasser puis ils vont survivre comme ça. Ça rigole pas. Si tu as mal appris, tu meurs. Et puis, tu sais, la nature, hein, ils font pas de cours didactiques, ils font que du jeu. Et puis, je suis tellement d'accord avec ça. Et puis, je trouve que ça rejoint un petit peu là, la neuroergonomie. Ça rejoint carrément le but de spectacle de cirque, transfert de connaissances. C'est un peu un jeu aussi, dans lequel le monde va avoir du plaisir à assister à un décalé du jeu. Et puis, écoutez, moi, j'aime ça passer sur 2-3 affaires en même temps, mais aussi, j'aimerais ça dire, je reviens sur ce que Richard a dit, le temps qu'on passe à trouver la meilleure solution versus le temps qu'on passe à appliquer cette solution-là. C'est vraiment une problématique dans plusieurs secteurs. Et puis, c'est vrai que dans l'art, on est à un milieu où on passe du temps, justement, à faire du prototypage, mais rejeter des idées. Et puis ça, c'est difficile. Parce que plus que tu passes de temps à travailler sur une idée, plus c'est difficile de la rejeter. Alors que si c'est une mauvaise idée, il n'y a aucune raison de travailler dessus. Et puis, je trouve que le prototypage, justement, c'est vraiment quelque chose de bien pour ça. Un prototypage qui ne coûte ni temps, ni argent. Si ton prototypage est trop long, c'est problématique parce que c'est plus du prototypage. Et puis, éventuellement, tu vas rester pris avec ça, puis tu vas travailler avec quelque chose qui, finalement, ne marche pas. Puis, comme dernier point, j'aimerais ça, moi aussi, Mike, te redemander. J'ai noté des choses sur le vocabulaire que tu utilises, justement, par rapport au design thinking. Et puis là, j'avais noté, moi aussi, comme Pat Léonard l'a dit tantôt, 1, empathie, 2, idéation, 3, testing, prototypage. C'était quoi le 4 et le 5? Juste rapide, là, les termes. Tu es sur off, j'ai l'impression que je ne t'entends pas. Bon, c'est empathie, c'est le framing, l'encadrement. Là, c'est l'idéation. Là, c'est le prototypage. Là, c'est le testing. Puis je pense aussi que Catherine a partagé dans le chat un document qui est de Tim Brown qui démontre les étapes et parle de tout ça aussi. Puis il y a incroyablement des outils, des ressources online, spécialement si tu vas au Stanford D-School, ce qui est l'école de design de Stanford, où je pense que ça, c'est vraiment la maison mère de design thinking mondial. Puis ils ont des exercices, ils ont des vidéos, ils ont des workbooks, il y a toutes les choses qui sont gratuites, tu peux utiliser, tu peux chercher là-dedans. Ouais. Merci, Mike. On va devoir terminer bientôt. Je veux juste peut-être, je voulais interpeller Joanne, mais elle a dû partir maintenant. J'aimerais, Leslie, est-ce que donc, dans ta perspective, donc c'est toi qui nous as offert finalement Mike et Liz et Henry Mintzberg, en fait, qui nous ont amené le design thinking dans la IMHL. Ça serait quoi vos réflexions? And Leslie, you could you could say it in English if you want. What would be your reflections vis-a-vis what you've seen here, and in terms of do you think so? We're in healthcare. We're using business principles, and what do you think what is your perspective from kind of being already sold on design thinking in your program? Yes. Je vais parler en anglais parce que c'est plus facile pour moi. Alors, I kept thinking as I was listening to this this morning that we used this process in designing something that I never thought we'd have to do, which is to deliver one of our 12-day modules online this fall. We use this process because, or in this way, we had an idea of what we wanted to do. And we put that forth to the group after maybe a little bit of chatting with people, but it was not what they wanted. And so we had to go back to the drawing board and listen to what the majority of our participants in the program wanted, and then to design, given what we needed to deliver in terms of the learning outcomes, if you will, or the theme of the session, but in the context of what they really wanted. And it was a stressful process because it went against everything that we had already planned prior to asking. So I also had to laugh, Mike, you'll laugh, because earlier this year, but while we were sometime in April, I think, I ordered something that was being delivered by FedEx, and they delivered it to an address that had no
semblance to mine several miles away. It was just like random. And so talk about peace of mind. And fortunately, the nice guy to whose home it was delivered, it was a gigantic bag of dog food, showed up at my house late that evening saying, we got this package and it's not ours. We thought you'd like to have it. So much for FedEx. But la plupart du temps. So, Leslie, you made a really interesting point. I'm sorry, please go ahead. No, I was going to say that after having Mike for the first time, it's hard to integrate this. It's hard when you have your own ideas and you're running a program. It's hard to constantly innovate without first thinking, what do they really need or what do they really want, along with the fact that you have something that you need, that you have to do or that you have to deliver. So it's a process. And it's a process that's iterative. And you raise a really good question. The question is, who is they? Yeah. Yeah. Is it the citizens? Is it the decision makers for healthcare, like in this case? Is it the university that pays my salary? Is it les 7 doigts de la main that need to pay the bills? And is it they want to do a good show? Is it the specific rural place where we're going to? Who is they? Is it the granting agency that gave us money for a specific thing? And that's almost a design thinking, who is they is a big question. Because you may not respond to anybody. And yeah, no, and I think that is the underlying question. And for us, we were responding to all the theys that you mentioned, except really the end user, if we could say that about our students, the ones for whom this is all designed. We did not do our homework as well as we might have in getting the input from them and then integrating it. We got a little here and there and thought, well, we knew enough, but we didn't. But we had everything else, sort of the bases covered, the university, the faculty, the director of this module, everything. But so it was a learning for me. And it doesn't mean, by the way, when they are 49 people from 17 countries around the world, you're going to have a lot of different what they want. So who is the they? Is it the ones from the other side of the world? Is it the ones on our side of the ocean, et cetera? Yeah, there's a lot to take into consideration. It's not just one end user. So it's complicated. Mike, do you want to comment on that? Oui, certainement. Et je pense que ça, c'est le grand défi du design thinking. Hein. C'est, OK, on a ce processus, on a cette méthodologie. OK, parfait, tout va être facile. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment du travail. Puis aussi, il faut utiliser notre propre judgment. Comme Leslie a dit, on va avoir des réponses à ce que les personnes veulent qui vont venir de tous les... Et quelles sont les parties prenantes qui sont les plus importantes? Est-ce que c'est les profs qui vont être là pour donner les cours? Est-ce que c'est les étudiants? Est-ce que c'est le public? Est-ce que c'est les scientifiques? Est-ce que... Tu sais, c'est... Même avec une méthodologie, ça ne rend ça pas facile. C'est juste un encadrement qui donne les étapes à suivre, mais la réalité, c'est qu'il faut faire le travail. Puis pour moi, la chose où je reviens le plus souvent, on peut utiliser un terme de cirque, mon filet de sécurité, c'est l'itération. Oui. C'est exactement cette idée de prototypage, parce que la réalité, c'est que je ne sais pas. Même quand j'ai fait mes entrevues, j'ai fait mes recherches, j'ai fait tout ça, je ne sais pas. Qui sait? C'est les consommateurs qui savent. Alors, je vais essayer des choses. Et je vais essayer des choses en voir ce désir d'apprendre. Pas en voir si j'ai correct ou non, pas du tout. L'essai, c'est un format d'apprentissage. Oui. Et si l'essai s'échoue complètement, parfait. Comme Mathieu a dit, si je peux le faire d'une manière qui n'est pas chère, qui est juste au commencement, qui est vraiment comme à la moment, il y a toute cette idée en anglais, on dit « fail fast ». Oui, on va le faire le plus vite possible parce qu'on va apprendre le plus tôt possible. Alors, de faire ça dans une semaine, c'est beaucoup mieux de faire ça de passer 6 mois planifiés, puis blablabla, puis là, c'est chou. Pardon, Leslie, I was interrupting. Non, mais pour moi, c'est jamais fini. C'est jamais complet. Il faut apprendre tout le temps parce qu'on va essayer. Et moi, c'est comme tu as dit, c'est un prototype.
et il faut essayer. Il ne faut jamais être dans l'esprit de la tête que c'est fini. C'est jamais fini. Dernier mot, Pat, avant que tu partes, as-tu... T'es muté, je pense. Never over until the fat lady sings. Mais même quand elle chante, c'est pas... Mais merci à tout le monde pour cette rencontre-là. Ça nous amène, en fait, ça nous donne un petit boost pour la semaine qui s'en vient, qui arrive très rapidement. Et j'avoue que moi, de mon côté, j'ai une grande insécurité, toujours parce que je suis un artiste et un clown en plus, mais on a très peu de temps de préparation en termes de matériel, de scénographie, etc. Donc, on va vraiment travailler avec les gens, avec leur input. C'est un processus... encore là, un processus collectif où il va y avoir une instance décisionnelle qui est répartie entre moi, entre Julie et en fait, un peu tout le monde, mais quand même, ça prend quelqu'un qui va décider à la fin, OK, on va vers ça. Donc, je suis super heureux qu'on ait eu cette petite rencontre-là pour se booster. J'espère qu'on en aura d'autres, puis j'espère que vous serez là aussi, la plupart d'entre vous, pour voir un peu ce à quoi on va aboutir après une semaine de folie et de jeu et de plaisir. Ça c'est, je pense que pour moi, en tout cas, évidemment, c'est toujours le plaisir qui est à la base. Même si je suis un être torturé, j'ai du plaisir à être torturé. Donc, ça va. Je suis complètement d'accord de cette anxiété. Moi, chaque projet qui commence, je sens la même chose. Je sens la même comme on va voir si ça marche. Alors, c'est fun. Voilà, ben merci à tous et désolé d'avoir quitté. On pourrait l'éterniser longtemps, mais toute bonne chose a une fin. Alors, à une prochaine, j'espère. Salut, Pat. Ciao. Merci beaucoup, Pat. Là, en fait, ça fait déjà 90 minutes qu'on est ensemble, hein, qu'on ne peut pas te tenir plus longtemps. Je ne sais pas si tu as le temps. On a Anne-Sophie, Lauriane, quelques questions peut-être. Je ne sais pas si vous en avez. Vas-y, parfait. Anne-Sophie, as-tu des questions? Non, j'ai pas vraiment de questions en tête, là. OK, bien Anne-Sophie, j'en ai une pour toi. Fait que toi, tu viens d'une famille d'affaires, OK? Tu es une compagnie, tu as grandi là-dedans. C'est une des raisons pourquoi on t'a pris. C'est qu'on s'est dit, tu as travaillé dans le commerce familial, tu vends des VR. Puis là, tu sais, puis moi, je fais un cours de business, en fait, là, même. Tu sais, j'ai un sens business. Fait que là, tu vas me parler des défis business de faire qu'est-ce qu'on fait là. Ben, c'est sûr qu'il y a une grosse coordination en un peu de temps. Là, s'il y a beaucoup de gens qui font interpeller, il faut des spectateurs pour payer. Ben là, ils ne paieront pas là, peut-être plus tard, mais là, ils ne paieront pas là. Mais on va dire l'entreprise générale de faire tout ça. Qu'est-ce que ça représente sur le plan business? Est-ce que tu es quand même anticiper des coûts, des défis? Oui, en termes de temps aussi, la disponibilité de la main-d'œuvre puis des acteurs, ça prend beaucoup de gens. Les artistes, les gens qui vont coordonner, mettre ça en scène. Donc, la logistique de ça est importante versus l'alternative qui est quoi? Tu fais un PowerPoint. Fait que si le PowerPoint est évalué aussi bien que le spectacle, là, tu vas comparer des coûts d'un PowerPoint à des coûts d'un spectacle. Fait qu'il reste que, tu sais, moi, je suis vendu sur l'idée du spectacle parce que c'est comme, tu sais, dans le fond, c'est notre idée. Hein? On n'est pas obligé de faire ça. Mais la question, c'est, en bout de ligne, le business case de ça est toujours là. C'est comment tu évalues ça? Oui, bien c'est sûr que aussi, quand on compare les deux comme ça, moi, je peux penser d'emblée que produire un spectacle, c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps, beaucoup plus de ressources qu'un PowerPoint. Donc, business case difficile à faire. Bien, il faut que les retombées soient assez importantes pour dire, OK, au final, ça vaut la peine. Puis là, c'est toujours la question, c'est qui les retombées pour qui? Oui.
Est-ce que Lauriane, tu voudrais commenter? Oui, mais c'est ça, j'avais une question. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, c'est bon. OK. Mais en fait, c'est ça, c'est que pendant que vous parlez, là, je pensais au design thinking et à comment est-ce qu'on pourrait faire le spectacle en design thinking, mais comme là, j'ai l'impression qu'on push un peu les données aux consommateurs parce qu'on leur dit, ben regardez, on vous donne un spectacle avec des données, regardez ça. Mais là, je me dis, bon, si je me mets à la place du consommateur, puis je me dis, moi, qu'est-ce que je veux en retirer de ça? Qu'est-ce que moi, je veux du spectacle? Ben, je me dis peut-être que mon besoin à moi, c'est de savoir comment prendre soin de ma santé, comment prendre soin de la santé de ma famille qui est, admettons, à Baie-Saint-Paul, mais je viens pas de Baie-Saint-Paul. Fait que je me dis, bon, ben, peut-être que j'aimerais ça savoir quelles actions je peux faire ou comment je peux faire de la prévention pour ça. Ou, tu sais, oui, les données, c'est alarmant, mais qu'est-ce que moi, je peux faire comme citoyenne pour ça? Très bien. Je peux-tu répondre? Mais c'est une bonne observation. Puis, on n'en a pas parlé là, dans le design du spectacle, mais l'idée, en fait, c'est de se dire qu'on veut qu'il y ait une portion du spectacle qui soit interactive. On veut faire en sorte que les gens du public puissent, dans la recherche, il y a des solutions qui sont proposées. Fait que l'idée, c'est de se dire, c'est d'avoir un moment donné où les gens, est-ce qu'ils votent, est-ce qu'ils se mettent debout, est-ce qu'ils mettent un carton, est-ce qu'ils votent avec des cellulaires, est-ce qu'on a une discussion après avec eux autres? Parce que je pense que c'est super important, ça, parce que l'idée, c'est que oui, on veut toucher les gens, on veut qu'ils retiennent les informations, mais on veut aussi qu'ils se mobilisent dans leur milieu pour être capables de prendre en charge cette étude-là. Puis souvent, on parle de l'exemple, il y a une pièce de théâtre qui s'appelle J'aime Hydro. C'est une pièce de théâtre documentaire sur la société d'État. C'est une pièce de théâtre de 4 heures qui est hyper instructive, qui est vraiment très, très haute. Puis on s'inspire un peu de ça, de ce théâtre documentaire-là. Puis moi, quand je suis allée la voir, je suis sortie de là, j'étais gonflée à bloc. Je me disais, waouh, c'est super, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Puis j'avais pas eu ces outils-là. Fait que c'était de là aussi l'idée. Puis là, je suis en train de me préparer au spectacle. Je me dis, OK, il y a quelque chose dans l'interactivité aussi, puis qui n'est pas juste où est-ce que les gens vont être passifs à recevoir de l'information, mais où on veut qu'ils s'approprient aussi l'information puis qu'ils voient comment ça peut s'appliquer dans leur milieu. Fait que il y a ce défi-là aussi d'incorporer ça dans le spectacle. Rick, t'es muté. Catherine, as-tu une question? Non. Catherine a été là depuis le début. Elle a tout vu ça. Elle est toujours impliquée dans tous nos affaires. Fait que des fois, c'est sûr qu'elle garde une belle ouverture d'esprit face à ça. She goes with the flow. Fait que, allô? Mike, j'aurais aimé ça te remercier avec tout le monde en ligne. On est allé plus en dehors de notre temps, mais tu es vraiment très généreux. Puis, encore une fois, je pense qu'on a eu droit à une grande entrevue. Beaucoup plus technique là, qu'on est habitué, mais c'était aussi l'objectif. Et puis, je pense qu'on va en garder vraiment un très bon souvenir. Je comprends très bien, Mike, que tu restes avec nous autres, puis tu vas continuer dans le Living Lab avec nous. Donc, tu fais partie de notre équipe. Fait qu'on va t'avoir là-dedans. Fait que je ne sais pas si c'est pour être sur place avec nous en juillet. Si en juillet, ou à distance, fait qu'on va voir qu'est-ce qu'il y en est. Peut-être que tu peux juste DM in puis nous donner un peu de conseils ici et là sur, mettons, telle journée, qu'est-ce qui s'est passé le lendemain, puis qu'on suive le processus. Je pense que ce que je retiens, c'est que dans toi, et comme tous les speakers qu'on a eus jusqu'à maintenant, c'est l'humilité. Puis cette humilité-là, comment elle est importante et comment on arrive en recherche avec nos façons de faire, la médecine aussi avec nos façons de faire, mais aussi les artistes avec leur confiance aussi, qui est importante. Mais là, on est dans une autre affaire. On est dans des citoyens, puis on est dans l'humilité d'un processus. Puis comment on peut garder cette humilité-là, cette écoute-là, mais en même temps être dans la production. C'est un doux ballon. Il y a beaucoup de défis là-dedans, mais le but, c'est de l'essayer puis voir qu'est-ce qui va se passer. Puis comme tu as déjà dit, tu perds jamais parce que tu apprends quelque chose. Exactement. Oui, et je pense que tu as absolument raison, Rick. Je pense que l'humilité, c'est la base de tout ça. Et je pense que pour moi, l'humilité et la confiance ne sont pas nécessairement opposés.
je pense qu'on peut être confiant et humble à la même fois. L'ingrédient nécessaire, c'est la curiosité, comme Pat a dit. Et moi, d'apprendre, c'est vivre, et vivre, c'est apprendre. Alors, je suis ravi d'avoir encore la chance de participer avec vous autres. Puis, à tout le monde qui est là encore, si jamais je peux être de l'aide, envoyez-moi un email, un courriel, quelque chose comme ça. Je suis toujours ouverte, certainement pour les discussions de philosophie. Merci. Alors, beaucoup. bon après-midi à tout le monde. Merci infiniment tout le monde. Bye. Au revoir.